Bonjour, on va faire une petite vidéo de présentation du logiciel Mirth Connect qui permet, on va dire, de gérer les interopérabilités entre les différents logiciels. Je suis loin d'être un expert, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'en ai compris, on va dire, pour des premiers pas. Alors, d'abord, avant de commencer, Mirth, qu'est-ce que c'est comme logiciel? C'est un logiciel qui a trois fonctions principales. La première, c'est de recevoir des informations par un canal. Ça peut être différents types de canaux. Ça peut être du web, ça peut être du TCP/IP, ça peut être pas mal de choses. On va le voir. Ensuite, cette information, deuxième étape, il va pouvoir la retraiter, d'accord, en extraire des informations, la convertir, ce genre de choses. Et la troisième étape, c'est d'envoyer cette information ailleurs. Et là aussi, on a plusieurs possibilités. Donc, l'idée, c'est que on va voir comment faire comment dire, je vais vous montrer quels sont les champs qu'on peut utiliser pour faire une interopérabilité relativement simple. Alors, tout d'abord, l'interface du logiciel. Donc, on a un dashboard. Le dashboard, ici, il va présenter alors ce qu'ils appellent channels. Bon, on va dire les différents services de traitement qui sont en cours de fonctionnement. Donc là, j'en ai un, par exemple, qui est en cours de fonctionnement et qui est dans un groupe qui s'appelle import. Voilà. Bon, c'est un port, il faut le considérer comme un dossier. Et puis là, un port HL7 ADT, là, ça va être l'élément qui est started, vous voyez, qui est démarré et qui reçoit des fichiers, etc. Bon. Les éléments qu'on retrouve dans le dashboard ici, en fait, ils proviennent de channel. Channel, ça va être le paramétrage des chaînes, en fait, c'est-à-dire des éléments de traitement, où là, on voit pour le coup que j'en ai deux. Donc j'en ai un ici pour des exports de HL7 ADT et un ici pour l'import de HL7 ADT. Mais l'export ici, il est disabled, donc c'est pour ça que de toute façon, il n'a pas été déployé dans le dashboard. Voilà, donc il n'est pas actif. Bon, ensuite, on va voir les users, les settings, etc. Je ne vais pas trop aller là-dedans pour le moment. On va aller regarder le paramétrage ici en double-cliquant dessus. Ou si vous voulez en créer un nouveau, vous faites un clic droit New Channel. Hein, ça vous permettra de créer un nouveau channel. Donc, ici, on a quatre onglets. Le premier, Summary, sur des informations générales. Ensuite, et sur les informations de conversion aussi. Le second, c'est Source, d'où provient l'info. Destination, où est-ce qu'on va envoyer l'info. Et enfin, script, ça on verra, c'est pour de la programmation. Parce qu'avec de la programmation, en fait, on va pouvoir personnaliser un petit peu ce que fait Mirth. Donc, première chose, on va définir ici le nom de l'élément. Ici, dans Data Type, dans Set Data Types, ici, on va pouvoir dire quel est le type d'information que je reçois et quel est le type d'information ensuite que je vais renvoyer. Et donc ça va permettre à Mirth à la fois de faire la transformation du fichier, mais aussi, on va dire, de retirer les informations à l'intérieur d'un fichier. Le fait de savoir que le fichier est un HL7, ça lui permettra de savoir où aller chercher, je vais dire une bêtise, mais le nom, le prénom et la date de naissance du patient. Voilà, ce genre de choses. Quels sont les délimiteurs, etc. Et là, on voit qu'on peut on peut le personnaliser. Voilà, convert line breaks, strip namespace, etc. Là, on voit segment delimiter \r. Donc, bon, je rentre pas trop dans les détails parce que ce sont des choses que je maîtrise pas forcément, mais en tout cas, voilà, c'est ici que ça se passe. Les dépendances, ça je vais pas en parler parce que je ne connais pas. Bon, initial status, started, bon, quand vous déployez le truc qui soit démarré, hein, sinon paused ou stopped. Euh, Attachment entire message, je ne maîtrise pas non plus. Ici, on a un curseur qui permet de définir quels sont les éléments que l'on va conserver en traçabilité ou non. Donc forcément, plus vous gardez d'éléments en traçabilité, là vous avez la liste, plus ça va prendre de temps et ça va prendre de place aussi. Pour ce qui est de la place, vous avez aussi ici la possibilité de purger les éléments qui sont plus vieux que X jours. Voilà. On va continuer sur les sources. Donc, d'où est-ce que je récupère mes informations? Donc, là, par exemple, c'est une channel qui a pour objectif de récupérer des fichiers HL7 qui sont envoyés
par un client socket. Donc l'idée ici, c'est que je vais choisir un TCP listener, donc qui va écouter sur le TCP IP, enfin sur le TCP surtout, et local address, donc là je peux préciser si j'ai une adresse spécifique que je suis en train d'écouter ou si je récupère toutes les informations de tous les postes qui m'envoient sur le port 5950, donc complètement personnalisable le port. Euh, Ici, il y a les deux champs qui nous permettent de paramétrer la réponse, c'est-à-dire de dire est-ce que je réponds après avoir fait le processing. Donc le processing, c'est-à-dire la deuxième étape, hein. Première étape, c'est récupérer la source. Deuxième étape, le processing. Et troisième étape, la destination. Donc est-ce que je réponds après le processing ou est-ce que je réponds avant le processing? Donc en fait, si on dit je réponds avant le processing ici, bah, on n'a que deux solutions. Bah, c'est soit je ne réponds rien, soit je réponds la réponse standard avant processing. Si on répond après le processing, on va voir que ici on a plusieurs possibilités. Soit on utilise la réponse standard avant processing, soit on utilise la réponse après transformation et donc après processing, soit quand destination complete, c'est-à-dire on a carrément euh, géré l'envoi de l'information à la destination. Donc encore une fois, première étape source, deuxième étape processing, troisième étape j'envoie une destination. Ça c'est après avoir envoyé à une destination. Et à toutes les destinations, pardon. Et là, ici, on voit qu'on peut choisir une destination en particulier, donc une destination 1, on verra ces paramètres un peu plus loin. Et on a post-processor. Post-processor, c'est pour l'onglet script qui est ici. On va pouvoir écrire un programme, et c'est ce programme qui sera utilisé comme réponse pour envoyer la réponse, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le type de transmission. Donc on a soit du basic TCP, soit du MLLP. Voilà, avec ici, en appuyant sur la petite clé, on peut personnaliser un petit peu les codes de début de message et de fin de message. Voilà. Et ensuite, ici, on définit si notre TCP listener, est-ce qu'il est en mode serveur ou client. Voilà, donc si on est en mode serveur, eh bien, on va juste écouter sur le port qui est spécifié ici. Si on est en mode client, il faut qu'on mette ici l'adresse de la machine distante et le port de la machine distante qui est à l'écoute. Voilà. Ensuite, voilà, des timeouts, des questions de buffer. Bon, rien d'extrêmement important. Et Keep Connection Open, yes. Par contre, là, il faut le garder, sinon la connexion risque de se fermer. Voilà. Donc, une fois que j'ai récupéré, donc là, concrètement, qu'est-ce qui dit mon paramétrage? Il dit que j'ai un port qui est le 5950 qui est à l'écoute. Voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Ok. Une fois que je suis à l'écoute et que j'ai un logiciel extérieur qui m'envoie des informations, je les récupère et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, alors, je vais aller dans Destination et ici, je vais voir. Alors, je peux avoir plusieurs destinations parce que, par exemple, je peux très bien dire l'info que j'ai récupérée, je veux d'un côté l'écrire dans un fichier, de l'autre l'envoyer sur le HTTP, etc. Bon, donc on a une destination qui a été créée de base, mais si on veut, on peut en rajouter autant qu'on veut là avec New Destination. Et chaque destination, on va pouvoir dire voilà quel est le type de connecteur. Donc là, file writer, donc ça c'est pour écrire un fichier, mais on a aussi par exemple HTTP sender ou SMTP sender. Voilà, ça du coup SMTP ça va envoyer les infos par email, je suppose. Ou TCP sender, je le renvoie d'une autre façon. Voilà, donc ça ce sont des possibilités, les différentes possibilités qui se proposent à nous. Voilà. Donc si on choisit le file writer par exemple, ici on va avoir comment ça s'appelle? Bon, queue des messages never. Nous on va traiter les messages un par un. Qu'est-ce que je peux dire? Ici méthode file FTP SFTP. Bon, nous on va juste générer un fichier et on a un petit bouton test write pour vérifier que le dossier dans lequel qu'on a spécifié ici et dans lequel on va créer le fichier, eh bien, on est capable d'écrire dessus. Voilà. File name. Alors, ça, c'est le nom du fichier qu'on va générer. Donc, l'idée, c'est de définir un, comment ça s'appelle, un nom de fichier
Alors, pour pouvoir définir un nom de fichier, vous avez la possibilité ici sur la droite, vous avez plein de tags qui vous permettent d'utiliser des infos. Par exemple, moi j'ai utilisé le unique ID du message. Alors le unique ID du message, ça a l'avantage d'être unique, mais par contre, si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est quand même pas très user-friendly, on va dire. Mais on aurait pu utiliser par exemple le message ID, voilà, qui est probablement un peu plus sympa à lire. Voilà. Donc si par exemple, ici je vais vider, allez, et je vais dire je prends le message ID, voilà, donc il me crée ce tag là, et puis je vais rajouter .hl7, voilà, et donc mon message il s'appellera, enfin, si l'ID c'est 1234, ce sera 1234.hl7, quoi, voilà, et chaque message normalement a un ID différent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Keep connection open, yes, évidemment. Voilà. Alors, bon, ça c'est le comportement si le fichier existe déjà. Et si vous êtes bien démerdé, ici vous avez un nom de fichier qui n'a pas de doublon, puisque le message ID normalement il doit être unique. Donc normalement ça ne s'applique pas. Mais dans le cas où vous vous retrouveriez avec deux fichiers qui ont exactement le même nom, qu'est-ce que je fais? J'ajoute le nouveau texte au fichier déjà existant, ou est-ce que j'écrase, ou est-ce que je génère une erreur et je rejette tout? Voilà. File type, est-ce que c'est du binaire ou est-ce que c'est du texte? Voilà, donc vous choisissez selon le type de données que vous transportez. Bon, l'encodage, à moins que vous ayez des caractères un peu particuliers, vous pouvez laisser à défaut, mais sinon voilà, il y a plein d'encodages possibles utilisables. Et enfin, template, là la question c'est de dire, voilà, j'ai reçu une information, je l'ai traitée d'une certaine façon, euh, on va dire, pour la transformer, pour récupérer des infos, etc. Enfin, peu importe. Mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon fichier en sortie? Voilà. Et donc dans mon fichier en sortie, ici, moi, je me suis contenté de mettre message.rawdata, c'est-à-dire les informations de base du message tel qu'il nous a été envoyé. Et donc en fait, ce comment dire, message.rawdata, je l'ai récupéré ici, message source. Vous voyez, donc je clique, je glisse, hop. Non, c'était pas message source, excusez-moi. Alors il doit y avoir autre chose, rawdata ou un truc comme ça. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Channel, message IT. Ah bah raw data, voilà, il est là. Tac, message raw data. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous ne mettez pas cette information là, si vous laissez ce champ vide, d'abord vous ne pourrez pas sauvegarder vos modifications, et en plus de ça, vous aurez rien dans votre fichier, vous aurez que ce que vous aurez écrit ici dans ce champ là. Donc voilà. Bon, je pense que c'est... Ah si, juste rapidement, ici les boutons en fait pour gérer ce formulaire-là, parce qu'il n'y a pas de bouton de validation, rien, en fait ils sont ici à gauche. Donc là par exemple, Save Change pour sauvegarder les modifications. Ici parce que je suis sur un truc de destination, je peux supprimer la destination, je peux en créer une nouvelle, etc. Donc les boutons c'est un peu bizarre, mais ils sont un peu sur la gauche là, pour gérer ce formulaire ici. Voilà. Et donc en fait quand on saute d'un écran à un autre, en fait, les boutons ils changent évidemment. Voilà. Voilà, donc c'était juste pour une petite introduction sur ce logiciel Mirth. J'espère que ça pourra aider. Voilà.